L'émotion de la peur, deuxième partie. Alors, qui dit deuxième partie dit première partie, bien sûr, que j'espère que vous avez déjà regardé. D'accord? Donc, très très important pour pouvoir comprendre en tout cas celle-ci. Je vais aller beaucoup plus en profondeur euh, et en détail sur sa composition, sur son fonctionnement et pour pouvoir justement la changer. Donc, c'est important que vous ayez déjà regardé, compris et assimilé cette première vidéo. Et si c'est pas le cas, donc je vous invite d'abord à regarder celle-ci et de bien en comprendre les différents processus et, euh, et de passer à celle-ci après, d'accord? Merci. Donc, sur la structure de la peur, d'accord? Sur cette composition, on partira du principe que finalement, la peur, quand elle est créée ou qu'elle est utilisée, quand elle est générée, quand on la vit, elle part d'une base de trois parties, d'accord? Dans un premier cas, il y aura toujours une partie comportementale, c'est-à-dire vraiment une action physique, un geste. Il y aura tout le temps un comportement qui est lié à quelque chose qui viendra de l'extérieur. Ça ne se crée pas seul, d'accord? Donc la partie physique, le côté l'action à la sensation, il passera toujours en première étape, d'accord? Pour enregistrer qu'il s'est passé un truc. Par exemple, peur d'un chien, bah, j'aurais été mordu pour pouvoir comprendre que plus tard j'aurais peur pour les éviter ou autre. Ou, je sais pas moi, tomber d'un cheval, il m'a fait tomber, je me suis fait tellement mal que finalement je ne pourrais plus remonter après. Ou la vue d'un serpent, juste le voir, ce serait peut-être pas suffisant. Par contre, si je vois qu'il n'y a que quelqu'un, ou si j'ai vu un film, que je vois que le personne il en est mort, ou qu'il a gonflé, ou je sais pas quoi, ok, alors, il y a toujours un geste, une action qui est vraiment prise en premier lieu. D'accord? Ça, c'est pour le schéma de la création. Quand on vit après l'émotion de la peur, c'est de se dire finalement, comme je l'ai déjà mentionné, on n'a pas d'autre possibilité que de fuir ou attaquer. D'accord? Quand il n'y a pas ces deux options-là, on se fige. On est carrément inhibé. Par contre, les actions qu'on a de manière inconsciente, ce sera j'attaque ou je fuis. Mais aujourd'hui, hein, c'est quand même plus compliqué de voir un mammouth ou un lion sortir du Leclerc, bien sûr, quand on va à notre magasin. Mais c'est pour dire que finalement, ces schémas de combat ou de fuite, de fuite, bah, ils sont moins fréquents. Donc, on va employer d'autres pratiques finalement, parce que l'attaque, c'est pas forcément toujours y aller avec les flèches et les couteaux machin. Non, c'est plutôt des autres manifestations de domination de l'adversaire ou des manifestations pour avoir un dessus sur les autres. Ça, j'en reviendrai en deuxième partie par rapport à ces différentes manifestations et les mécanismes précis. Mais pour dire finalement, dans les premiers schémas de, d'action de la peur, d'accord, il y aura toujours le combat, la fuite. Mais ça, comme j'ai dit, c'est toujours des schémas inconscients qui sont plus rapides que la partie rationnelle, d'accord? Donc il y aura tout le temps ce côté physique en premier. C'est super important de retenir que ça commence dans ce sens une émotion de peur, ok? La deuxième partie, donc c'est comme ça quand on va être, comme j'ai dit, mordu ouais, par un chien, ou qu'il y a un problème qui nous fait avoir la peur, n'importe laquelle, c'est là que va entrer en jeu cette deuxième partie, donc c'est dans cette émotion, dans leur ressenti. Vraiment, qu'est-ce qui a été ancré qui fait que ah, ce truc-là, waouh, vraiment je peux pas. Donc ça, je parle du terme d'ancrage, bien sûr, pour garder l'expérience, l'enregistrement avec, voilà, je sais pas, j'ai peur du noir, c'est parce qu'en fait, peut-être dans l'enfance, on m'a touché, il y a un truc qui m'a fait tellement peur que j'ai enregistré l'expérience comme ça. Donc voilà, ça se passe à ce moment-là, dans l'enregistrement émotionnel, que finalement, le ressenti qu'il y avait eu à ce moment-là était tellement puissant que on a mis comme des petits tiroirs dans une armoire, en fait, où on garde tout archivé. Et c'est là que du coup, ça reste enregistré d'être dans des schémas de peur précis à cause de ce moment-là. Ok. Pour les enregistrements aussi, il faut savoir que là, on parle du passé, d'accord? Quand l'enregistrement d'une peur a lieu, en tout cas, elle a eu lieu dans le passé, elle sera utilisée pour le futur, ok? Quand je parle que ça reste ancré dans des petites archives, tout ça. Par contre, quand on la vit à l'instant présent, c'est là qu'elle est juste filtrée, ok? Comment elle est vraiment, à quel point pas agréable du tout, à quel niveau je la sens comme ça. Et c'est ça qui nous fait arriver au troisième élément qui fait partie des perceptions, justement. Donc là, on arrive sur le champ mental, le champ de pensée qui dit, ah ouais, ok, d'accord. Finalement, je sais que tout ce qui est allié grotte, truc noir, métro, je sais pas quoi, tout ce qui est lié à une vision, on peut vraiment voir, me rappeler de la chose, bah, c'est comme ça que j'ai pu du coup cartographier la peur, ok, et de se dire finalement, bah, la compréhension de cette situation ou l'interprétation,
ou l'utilisation, par exemple, d'une voiture et que du coup on a eu un traumatisme parce que du coup j'avais une action à ce moment-là, bah, je vais rappeler tout ce schéma-là. J'ai pris la voiture, j'ai eu un accident, je me suis blessé et autres. Les trois éléments-là se sont alignés d'un coup sec en fait. Donc là, je les ai décomposés pour mieux comprendre comment fonctionne vraiment la peur, comment elle se structure, comment elle se compose dans une expérience de vie aujourd'hui. Parce que toute expérience font partie de ces trois entités, d'accord? Ces trois parties. On aura tout le temps, dans chaque expérience de vie, dans chaque chose tout court, une partie action, donc une partie comportementale, une partie physique, une partie qui va être enregistrée pour le ressenti, pour la partie sensation, la partie en tout cas enregistrement de la sensation, et la partie dite cognitive, donc alliée aux pensées. Ok, dans quoi je range ça en fait? Dans comment je la comprends? Comment je perçois ce monde, ce truc que j'ai vécu, d'accord? Quoi qu'il arrive, dans n'importe quel domaine, on aura tout le temps ces trois champs de perception, d'accord? Donc du coup, l'idée, c'est de comprendre maintenant, parce que c'est ça le but, c'est de savoir quand on a pu décomposer une peur, décomposer une problématique, ok, comment je vais composer ce qui s'est passé? Composer ou du moins le décomposer pour pouvoir mieux le disséquer et travailler dessus. C'est là que c'est vraiment important. Je vais citer aussi un élément par rapport aux, aux émotions qu'on peut vivre justement. Quand on aura une action qui sera plus, donc comme j'ai dit, comportementale, donc liée vraiment à quelque chose qui vient de l'extérieur, ok, j'ai un chien qui me saute dessus, j'ai une araignée qui me monte dessus, etc. Donc c'est un truc qui existe vraiment, d'accord? Ça, c'est vraiment ce qu'on va vraiment appeler le stress, d'accord? Le stress, il est vraiment réel, ok? Parce qu'il est vraiment associé d'un comportement extérieur et que j'aurais associé à l'émotion, ok? Par contre, maintenant, si la chose, elle a été mentalisée, si la chose a été vraiment traitée d'une chose qui vient de moi, à l'intérieur, je veux dire, qui fait que je me rappelle que quand j'ai vu le chien, c'était mal passé autre, donc du coup, je vais faire générer l'anxiété. D'accord? C'est ça la grande différence entre le stress et l'anxiété, c'est comment on vit les choses. Est-ce qu'elles existent vraiment? Elles viennent vraiment de l'extérieur? Ou alors c'est quelque chose que je fais générer moi, de l'intérieur, en étant un petit peu, entre guillemets, parano, dans le sens, qu'est-ce qui peut m'arriver et autres, ok? C'est là que je vais générer cet état d'anxiété qui, bien sûr, après, mènera quand même du stress jusqu'à la peur, parce que je rappelle, hein, la peur, c'est en haut de la pyramide, ok? Et en bas, il y aura toutes les strates du stress, de l'anxiété, au stress, à la souffrance, à la douleur, aux différentes phases de peur, ok? Mais en décomposant toutes ces étapes, on peut mieux les cerner pour les travailler, ok? Et pour revenir à cette idée de décomposition, justement, comment on peut vivre une peur, je mentionnais l'autre fois que les trois quarts des peurs, les 3,4 des peurs, n'existent pas, ok? Donc près de 92% des statistiques ont été faites dans les sciences pour prouver que 92% des peurs ne sont pas fondées, ne sont pas réelles, n'existent pas, d'accord? Ça veut dire que nous, dans les 8% qui existent comme peur qu'on peut vraiment vivre sur une action, sur un truc, dans les 92, elles sont gérées par nos pensées, ok? Donc ça, c'est vraiment, vraiment puissant de se dire que finalement, waouh, finalement, mon état interne, mon ressenti à moi, il est vraiment généré par moi, en fait, ok? Et là, je touche un très, très gros pilier qui est justement cette notion de responsabilité. Quand je me recentre sur ce que j'ai vécu peut-être dans le passé, des peurs qui me blessent encore, qui me sont vraiment portante dans ma vie, basée sur la peur bien sûr, hein. Là-dessus, j'ai vraiment le moyen en étant responsable de dire non, j'ai vraiment plus envie de ça. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est là-dessus qu'on change l'expérience, comme j'ai déjà mentionné. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs la différence dans un système d'accompagnement avec des accompagnements de enfin, dits de type psychologique ou autre, basique, hein. Je rajoute à la côté psyché, bah, elle sera limitée parce on va juste rester dans l'aspect psychologique et il n'y aura pas les actions derrière. C'est là que c'est super important. On ne peut pas changer une peur, une croyance, une mauvaise expérience, etc. si on reste juste dans les, entre guillemets, des paroles, juste le blabla, hein. Il faut vraiment avoir un schéma d'action derrière, des actions comportementales. Pour reprendre, bien sûr, un pas sur une action du corps qui va engendrer des mécanismes de résultat, mais aussi pour retrouver comme ça cet alignement.
Parce qu'en retrouvant finalement, moi, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, ou que j'ai plus envie de vivre ça, vivre dans des souffrances, n'importe lesquelles, hein, bah, c'est comme ça que j'entends le truc là, qu'est-ce que je fais derrière? Et c'est comme ça qu'on trouve cet alignement-là. Ok. Donc là, c'était une petite parenthèse par rapport à ça, pour préciser en tout cas cette différence entre les émotions et les sentiments. Donc les sentiments qui sont donc sentimentaux, qui viennent donc plus du mental. Ok. Maintenant, pour parler des manifestations. Donc comment que la peur se matérialise, comment elle fonctionne en fait en termes de mécanisme. L'autre fois, j'avais parlé en fait de la procrastination, ok. Le fait de remettre à plus tard. Ok, alors moi aussi, mes meilleurs amis pourront aussi témoigner qu'en effet ça m'arrive aussi, oui. Or pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans le mécanisme de procrastiner, de remettre à plus tard des trucs, il y a des bénéfices. Dans tout, il y a des bénéfices. J'y viendrai après, qui font d'ailleurs partie des plus gros contre de la peur. Ok. Mais d'abord, procrastination, c'est dans le sens où, quand je ne passe pas à l'action, j'y gagne un temps. J'y gagne du temps en fait. Voilà, le fait de devoir faire mes fenêtres, je sais que j'ai mis je sais pas combien de mois avant de les faire, parce que du coup, moi, j'avais un gain de temps dans l'immédiat en fait. Ok. J'avais un temps où ça me permettait en fait de répondre à mes valeurs. Répondre à mes valeurs phares qui étant dans la liberté. Ok. Donc pour moi, de me dire finalement, au lieu de faire ça, c'est chiant, passer, bah, tiens, faire des papiers, faire la déclaration d'impôt, etc. Et on repousse, ou peu importe les autres documents qu'il y a à faire. Et de se dire que finalement, là-dessus, j'y gagne quoi? Bah, j'y gagne mon instant présent. J'y gagne un plaisir immédiat à faire ce que je fais. D'accord? C'est comme ça aussi d'ailleurs que je me sens exister en faisant ce que je fais, que de reprendre cette notion de responsabilité à faire les choses. Ok. C'est là-dessus que j'y perds finalement un engagement et autres, parce que je fais ce que je fais moi et je ne passe pas à l'action pour faire ce truc-là. C'est là-dessus qu'il y a vraiment ces grandes notions à séparer, pour se dire que finalement, moi, dans ce que je vis là maintenant, bah, je peux vivre les choses différemment parce que je suis dans mon truc à moi. Voilà. Je décide moi ce que j'ai fait là maintenant, et finalement le reste, ça ne m'intéresse pas, c'est moins bien. Et c'est grâce à ça que notre identité, hein, qui est la base de la connaissance de soi, cette identité qu'on a nous, pourquoi on fait les choses? Parce que du coup, il y a toujours des gains derrière, ok. Il y a tout le temps des choses qui vont nous nourrir, qui vont nous nourrir, ok. J'avais cité aussi l'élément du déni, qui est aussi un point prépondérant dans la courbe du changement, hein, bien sûr. Et quand on veut changer quelque chose, si cette phase du déni, elle n'est pas, bah, du coup, acceptée, elle n'est pas, je veux dire, fondée, si elle n'est pas dans l'acceptation d'informations, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, du coup, le déni, c'est refuser une information qui est réellement là, bah, du coup, on ne peut pas être face à la réalité, on ne pourra pas la changer. Comme on ne change pas, c'est dont on n'a pas conscience, ok. Donc, cette phase de déni, elle est aussi très très importante pour se dire que finalement, ok, je me mets face à la réalité pour me dire, ok, finalement, non, j'avais dit que je devais aller à 15 heures à ce rendez-vous, et le fait de donner maintenant des excuses, à me dire, bah, finalement, oui, bah en fait, j'ai pas été parce que blabla, j'ai eu une panne avec la voiture, j'ai rendez-vous au poney, je sais pas quoi. Ah, ça, c'est comme ça qu'on va commencer à générer à notre propre cerveau envers nous-mêmes. Donc, comme je parlais d'intégrité et très souvent ce manque d'authenticité, on va se court-circuiter tout seul. Ce qu'on appelle aussi une dissonance cognitive, ok. On va se dire des trucs, on se contredit tout seul. C'est comme ça on passe entre nous dans des phases, enfin, envers nous-mêmes, hein, des propres phases de déni qui fait que on refuse la réalité telle qu'elle, en tout cas la programme, en disant un truc qu'on ne se respecte pas dans ça, et que finalement l'information telle qu'elle, bah, elle n'est pas réelle, vu qu'on crée des nouveaux schémas. Ok. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est aussi un mécanisme de la peur, ok, parce que ça fait refuser la responsabilité. Refuser, ça fait en tout cas pas mettre face à la responsabilité, d'accord. Donc c'est important de comprendre que toutes ces manifestations, d'accord, ces mécanismes font partie des mécanismes de la peur. C'est hyper important de comprendre ça, ok. Parce que j'en vois encore, franchement, énormément qui réagissent par plein de mécanismes qui sont dites par les peurs, mais que ces personnes n'en ont pas conscience. Donc c'est pour ça que je mentionne ici comme ça, pour dire que tous ces mécanismes qui font partie d'une protection de son ego, une protection de son identité, qui pourrait ne pas me faire accepter par quelqu'un d'autre, qui pourrait me faire être jugé, me faire être critiqué, ben, je préfère trouver autre chose, une excuse qui passera bien, autre, ok. Comme j'en ai parlé aussi, bien sûr, les excuses qui sont hyper faciles, donc on les utilise pour avoir sur nous cette existence qui sera légitimée, ok. Donc, toutes ces manifestations-là qui sont des mécanismes qui sont utilisés pour faire légitimer
notre identité, ok? Et que finalement, la peur, bah, comme elle est plus importante, elle est plus dangereuse quelque part, on pense vraiment qu'on va mourir. La mort, comme j'ai expliqué, est la mort de notre ego, l'entité qu'on peut avoir pour nous protéger, il croit vraiment qu'il va mourir. Donc, on va utiliser toutes ces stratégies, des mécanismes qui nous feront légitimer cette entité que j'ai créée pour avoir un mécanisme de survie, un mécanisme qui nous fera en tout cas dépasser des situations qu'on croit, parce que les trois quarts du temps, ça ne fonctionne pas. Tôt ou tard, il y a quand même des rattrapages, il y a toujours des moments qui se font remettre à temps que finalement, bah, il y a des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas OK, et finalement, bah, voilà, c'est ça le problème. Et ça, c'est vraiment des mécaniques de la peur, d'accord? Pour donner un autre exemple, qui fait partie aussi des manifestations, on peut voir dans le monde animal, par exemple, qui veulent toujours, ouais, ils ont des mécanismes à vouloir sembler plus fort, plus gros, gonfler. Les chats, ouais, par exemple, hein, les chats, le crapaud, le lion qui va se mettre en grand, rugir, qui a le pan qui va s'ouvrir avec les ailes comme ça, le hibou aussi, pareil. Tout ça, c'est des mécanismes qui datent depuis très longtemps. Pourquoi? Pour faire un sentiment de domination, un sentiment de domination ou par l'agressivité en fonction de la race, parce que c'est ça qui va faire exister la personne, qui va la faire sentir aussi en sécurité plus que exister, d'accord? Donc du coup, l'être humain a gardé ça aussi en fait, parce qu'à la base, on est tous des mammifères, ok? Donc dans le sens, on garde cette partie de se dire que pour nous, on peut avoir cette partie, si on est guidé par la peur, bien sûr, d'avoir cette domination, ce contrôle sur l'autre, pour avoir, nous, ce sentiment de surpasser, ou de dépasser l'autre, ou de l'écraser l'autre, pour que nous, on soit en survie, en fait. Vous voyez la différence? C'est là que c'est puissant. Comme par exemple, on a gardé dans les traditions militaires, ou la garde royale impériale, vous savez, les grands chapeaux, ça vient de là, en fait. Pourquoi il y a ces aspects-là? Pour sembler plus grand, en fait. Ça part juste de là. Parce qu'il y a un inconscient des anciennes pratiques d'avoir un côté, comme je dis, vouloir être dominant sur l'autre, de sembler plus grand, plus fort, qui peut être supérieur. Ça, c'est super important de comprendre. Pardon. Super important de comprendre que cet aspect de devoir pour les personnes qui sont en peur, dominer l'autre, devoir la contrôler, c'est pour se contrôler soi, contrôler sa propre peur en fait en réalité, ok? Pour avoir un sentiment d'existence, avoir un sentiment pour être accepté, d'être intégré, ok? Donc tout ça c'est vraiment des mécaniques, ok? Vraiment des mécaniques qui font que pour nous, en fonctionnant ainsi, bah, on n'est pas dans notre être pur, on n'est pas dans l'amour pur, ok? On n'est pas dans un état qui fait qu'on est vraiment dans le lâcher prise, on n'est pas dans la liberté. Parce qu'on va toujours s'imposer des contraintes. Ah, je dois faire comme ça pour être bien. Ah, je dois pas faire cette chose-là pour pas être rejeté. Le rejet qui est aussi une des plus grandes peurs sociales, mais une des plus grandes peurs tout court, parce qu'il fait partie des fonctionnements justement où, quand on va avoir des interactions sociales, professionnelles, amoureuses, peu importe, il y aura toujours cet aspect, enfin toujours, s'il y a la mécanique de peur en première ligne, cette possibilité de ne pas être accepté. Donc je peux être rejeté, donc moi, je me braque. Donc c'est ça, comme je l'ai déjà parlé dans une autre vidéo, que c'est partie des premières blessures qu'on vit dans l'enfance, quand on vient au monde dans les premières années, ce rejet de l'autre à l'autre, parce que justement, c'est ce qui peut rester toute une vie et créer des mécanismes donc de fuite, bien sûr, mais des mécanismes qui vont surtout nous faire avoir des mécanismes de défense permanents. Est-ce que si je vais m'intégrer dans ce mode, dans ce nouveau travail, par exemple, est-ce que je pourrais être accepté comme je suis? Donc, je vais montrer une personne qui doit être bien pour être intégrée dans ce poste. Pareil pour le milieu social, pour avoir une posture d'être toujours bien et autre, pour être accepté dans le groupe, pour pas être rejeté. Vous voyez la nuance? Il y a toujours cette notion quelque part de danger, parce que je rappelle, hein, la peur, c'est ça. Ça nous invite toujours à nous protéger. Premier truc, peur égale protection. Incitation à nous protéger. Il y a un danger, je dois vivre. Premières actions, fuite ou attaque. Parce qu'il y a un truc pour nous protéger, d'accord? Donc comme je disais que dans l'autre vidéo, que la peur est vraiment l'émotion la plus puissante, ok? C'est-à-dire qu'elle a vraiment une dominante tellement forte qu'elle peut vraiment inhiber toutes les autres émotions, parce que la première priorité, ce sera notre survie, ok? D'accord. Maintenant, pour passer en profondeur là-dessus, c'est qu'en grande opposition, le cerveau, une fois qu'il a câblé, qu'il est d'accord, que dans les actions, on est sécure, on a fui ou on a attaqué, on a enregistré que c'est OK, quelque chose, elle est agréable ou elle est OK pour moi, on peut passer à une phase qui sera un peu plus construite et autre pour dire que finalement, OK,
C'est quoi que je veux? Pourquoi je fais les choses? Et c'est comme ça qu'on arrivera à toutes les grosses formes de gain, de récompense. Et c'est là-dessus que c'est vraiment le plus important, parce que c'est la chose qui permet en fait de contrer quelque part pas contrer, mais faire le contrepoint en tout cas avec l'émotion de la peur, ok? Parce que si on fait pas les choses parce qu'on a peur, pourquoi on les fait? Eh ben c'est là-dessus, c'est pour gagner, ok? Pour le gain. Le cerveau, il est là pour ça. En première ligne de mire, et ce sera la plus rapide, je reviendrai après sur les fonctionnements tripartites du cerveau, mais pour dire que le plus rapide, le plus présent et la première étape, ce sera toujours survie, ok? Ça c'est fait. L'étape suivante, ok, ça c'est fait, je suis sécure dans le truc, qu'est-ce que j'ai à y gagner là-dedans en fait? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut avoir des mécanismes d'auto-sabotage, comme fumer, comme prendre des drogues, prendre la malnourriture, la malbouffe, de prendre des substances qui ne sont pas bonnes pour nous. Parce qu'à moyen long terme, même si on sait que c'est pas bon, mais l'instant immédiat, il est bon, d'accord? On a un gain là-dessus parce qu'on se dit que finalement, pour nous, ce qu'on vit à l'instant présent, il est plus intéressant que d'avoir un truc sur le long terme qui va me faire mourir ou autre, parce qu'on n'a pas vraiment conscience de ça. Ok, donc je reviens sur cet élément de gain, ok? Très très important, parce qu'en fait, avant je parlais des manifestations, des mécanismes, ben, le plaisir immédiat, il est là-dedans qu'il intervient. Si on a aujourd'hui un mécanisme de vouloir être plus dans le plaisir, quête de plaisir, ben, finalement, la notion de peur, elle peut être dépendante de ça, c'est-à-dire que plus j'aurai besoin de plaisir, bah, plus du coup le sentiment de peur, il peut être en même temps lié à ça, c'est-à-dire plus je vais vouloir atteindre quelque chose, mais finalement, si je l'ai pas, c'est quoi le risque? C'est là-dessus que ça peut être un peu dangereux cette notion, parce que la motivation, c'est ça, c'est la motivation qui va toujours nous guider euh, pour avoir ce truc, et que si je l'ai pas, bah, il y a quoi derrière? Bah, il y aura la peur, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est toujours attention quand on aura des, entre guillemets, exigences, différences quand on parle d'objectifs, hein, mais dans la différence de vouloir à tout prix, ou plus, ou encore ou autre chose ou autre, dans ces gains, de se dire, ok, est-ce que dans mon alignement, c'est vraiment, comment dire, c'est cohérent, c'est vraiment écologique, d'accord, là, dans tout ça? Est-ce que ce que je vais faire, ça va pas m'engendrer peut-être trop de conséquences et autres? Est-ce que pour les autres, ça va pas être peut-être trop chiant? Est-ce que je demande peut-être pas trop, etc., etc., ok? L'alignement, il est toujours principal par rapport à ça. Donc, dans le gain, en tout cas, la quête de gain, la quête de récompense, est-ce qu'elle est vraiment, ouais, écologique? Pour vous donner un exemple, euh, par exemple, si je prends l'exemple, moi, quand je vais rester sur mon canapé à regarder par exemple Netflix, ou à regarder n'importe quoi, bref, glander, rien faire, ben ça, par exemple, ça pourrait me faire générer plus de plaisir, donc entre autres la dopamine, ok, l'hormone du plaisir, que passer à l'action, faire des travaux, bouquiner même, ou faire des trucs qui seront plus intéressants, ok. Le fait de rien faire, ça va me faire générer plus de plaisir que de faire des trucs qui sont plus intéressants pour moi. Vous voyez la différence? Parce que du coup, moi, dans ma quête de récompense, bah, j'ai ce plaisir-là, finalement, c'est kiffant de jouer au téléphone et je sais pas quoi autre, ok? Parce que derrière, on en revient à cet aspect de peur qui peut être tellement important que finalement, je vais me nourrir de ça et finalement, je m'en sors là-dessus. Donc, il y aura toujours cet aspect de motivation, ok? Qui va faire que mon choix sera toujours assujetti à ça. Soit je gagne quelque chose, c'est pas que soit je le fais pas, mais soit il y a une peur derrière, ok? Le choix il sera toujours un peu là-dessus. Pour donner un autre exemple, que la survie passera toujours en premier, ça j'ai déjà mentionné, mais je répète encore parce que c'est vraiment hyper important, que le choix rationnel, il n'existe pas. Il y aura toujours, toujours, toujours cette partie ultime de notre vie, vivre, survivre. Si admettons, il y a une voiture qui vous fonce dessus, mais vraiment, c'est dans les quelques mètres, et que vous voyez à 1 mètre de vous, il y a une mallette remplie de billets ou de lingots d'or ou quoi, le cerveau n'aura même pas la capacité de réfléchir ou à vouloir aller la prendre, ce sera le premier instinct de survie. Je me barre. Ok? Parce qu'il n'y aura même pas la partie rationnelle. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Non, ce sera vraiment, vraiment, vraiment la partie je sauve ma vie. Et ça, comme j'ai dit, la partie mentale, la partie pensée, la partie cognitive n'existera pas. Ce sera d'abord ça, on réfléchira après. Putain, fais chier, j'ai raté les billets. Voilà. Mais ça, c'est vraiment important. Quand je parlais tout à l'heure entre le gain et
une grande notion de peur, la peur a toujours le dessus par rapport à ça. Mais on peut faire cet effet contrepoids quand la peur est sécurisée, on sait que c'est OK, qu'elle n'est pas fondée, elle n'existe pas et autres. OK, mais je fais ça pourquoi? Dans ce gain, dans cette récompense des choses. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une meilleure appréhension du monde. Pour avoir, c'est pour ça que la base de la connaissance de soi, en tout cas que la connaissance de soi est la base de tout développement, elle sert à ça en fait, pour savoir pourquoi je fais les choses. Si je fais un peu tout et rien, bah pourquoi je sais pas, bah finalement ça ira pas très loin non plus. Ou c'est un peu tourner sur soi, tourner dans le vide. L'élément que je voulais rajouter sur ça, c'est que d'utiliser finalement les peurs comme source de motivation pour générer, comme je l'avais parlé de la résilience, c'est ça, hein, c'est utiliser les peurs pour se dire que finalement je ne vais pas rester sur une situation problématique ou dangereuse, qui était dangereuse dans le passé en tout cas. Si on reformule cette perception, si on peut changer les schémas de vue, on peut avoir cette perception différente des choses. Ok. Donc utiliser vraiment les, les peurs qu'on peut vivre dans des nouveaux développements. C'est comme ça qu'on crée un nouveau développement personnel, mais un nouveau potentiel qu'on a en nous. D'accord. Ça commence par ces étapes-là. Je voulais terminer sur un élément très important euh, qui sont justement la constitution de notre cerveau. Comme je parle souvent en lien avec nos trois parties, le cerveau triunique, on a justement, quand je parle du cerveau reptilien, j'en ai déjà parlé dans le fonctionnement du cerveau, mais là je donne encore une explication parce que c'est vraiment hyper important en lien avec cette structure de la peur. Parce que justement, quand on voit, on sait comment fonctionne notre cerveau, ben, on peut mieux agir et réagir sur les modes de vie aujourd'hui qu'on a. Ces choses qu'on n'arrive pas à dépasser, ben, là-dessus on a vraiment le moyen. Donc sur ce fameux cerveau donc triunique, on a donc cette partie dite donc reptilienne. Alors avant, je précise quand même en parenthèse, j'ai toujours précisé qu'il y a toujours une dominante. C'est pas que je voulais parler de ça, parce qu'en fait, peu importe que on a tous les trois parties, ça évidemment, d'accord. On a tous les parties émotionnelles, mentales, comportementales, ok. Mais je précisais qu'on a toujours, tous, pas toujours, on a chacun une dominante, d'accord. On aura chaque être humain aura une partie qui est plus présente, qui est plus vive, qui est plus présente, ok. Donc, je disais, le reptilien, c'est lui qui sera toujours le plus rapide. Donc, dans les parties instinctives, les parties comportementales, la première réaction physique, ok, faire passer à l'action. Mais du coup, c'est elle qui fera aussi partie en conscience de peur en premier lieu, ok. Après, c'est là qu'on a la partie donc limbique, le cerveau émotionnel, qui nous fera toujours cerner, comme j'ai dit, cerner, discerner, j'aime pas, agréable, pas agréable. Et là-dessus qu'on crée ce système donc émotionnel qui va faire prendre partie après sur le reste de notre vie. Ok, j'ai déjà vécu ce truc-là. Comment je le mets? Est-ce que c'est un truc que je peux lui mettre de la raison et du raisonnement pour finalement le changer ou pas? Ou finalement, ok, on y va, good, on trace, action, action, on trace. Donc c'est là-dessus que c'est important de dire que finalement dans la partie émotionnelle, c'est vraiment cette partie qui va donner sens, ok, qui va donner sens à nos choix, qui va faire quand on traite les peurs, qui va donner vraiment la motivation pour dépasser ces peurs, ok. Et donc qui est un peu plus, qui est moins rapide que la partie intuitive, la partie comportementale, ok, la partie émotionnelle, mais par contre, elle a plus d'importance dans le sens que c'est elle qui va faire la partie décision une fois que la partie sécure, la partie survie, elle est faite, ok. Et donc la dernière partie, donc qui est mentale, ok, la dernière partie de notre cerveau qu'on dit donc le néocortex, et elle, justement, elle a cette partie qui est vraiment, je veux dire, essentiellement, si c'est pas complètement analytique, ok. Pour comprendre qu'aujourd'hui, quand on a un schéma d'interprétation, de perception, on va toujours se dire finalement, moi, pourquoi je fais les choses? Ok. Ça, c'est la partie vraiment analytique qui va dire, ok, pourquoi je l'ai fait, etc. Mais parce que ça, je rappelle, le cerveau, c'est un bloc quand même, ok. Mais tout ça, ça se décompose en fractions de secondes, ok. Mais la partie analytique, c'est quand même la dernière étape parce que c'est la plus lente, ok. Mais c'est elle qui passe dans la phase pour donner l'aspect, ok, moi, quand je veux faire des décisions, bah, pourquoi je l'ai fait? Et c'est là-dessus qu'on va remonter sur avant dans le petit bout qu'on aura dit limbique, et c'est là-dessus que c'est donc cette partie émotionnelle qu'on aura pour nous faire prendre en considération les choses qu'on veut vraiment changer. Ok. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus, sur cet apport, en tout cas de notre cerveau, donc dit triunique, parce qu'on en a tous pas conscience qui fonctionne comme ça, ok? Mais tous les êtres humains, les 7 milliards on a tous ce cerveau triunique, ok? Et qui a été développé par Paul MacLean
dans la fin des années 1800, ok, donc c'est pas hyper vieux, mais pour dire qu'en fait, dans ces découvertes, on peut vraiment se rendre compte que quand on comprend vraiment nos mécaniques, c'est ça la base de la connaissance de soi, hein, d'avoir vraiment cette idée, pourquoi je fais les choses et pouvoir un peu mieux les intégrer dans notre vie. Donc ça touche toujours cette identité-là. Pourquoi je fais les choses, qui je suis, d'accord. Donc en comprenant juste cette mécanique du cerveau, moi je suis plus dominant, peut-être plus dans la partie mentale, ok. Donc c'est ce qui va me faire plus réagir dans, ok, dans mes peurs éventuelles, ok, bah, d'être rejeté par les autres, comme c'est la première des peurs. Ah, moi si je suis pas intégré, comment je vais faire? J'ai pas survécu si je suis seul, etc. Ok, parce qu'il manque entre cet amour de moi, ce truc à l'intérieur qui fait que j'ai rien. Donc, du coup, j'aurais besoin toujours des autres. J'aurais besoin de me rattraper sur quelque chose, d'accord? Sur quelqu'un. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que moi, dans toute mécanique, il y aura toujours un aspect de se dire pourquoi on fait les choses. La base de la connaissance de soi. Pourquoi je les fais, pourquoi je les ai fait, pourquoi je les fais et pourquoi j'ai envie de les faire, ok, pour la suite. D'accord? Donc, voilà. Je terminerai là-dessus avec la petite phrase qui est que la peur, je me souviens plus trop, que la peur est dans l'ignorance, pardon. La peur est dans l'ignorance. Ah, ça, c'est important de retenir que finalement, les choses comme cette zone d'inconfort, ok, les choses qu'on ignore peuvent pas nous faire peur, ok? Parce que quand on ne les connaît pas, ben, on ne sait pas comment que ça peut être. Ou alors, si je fais le lien avec cette zone la zone de confort, qui est connue, d'accord, on ne pourra pas passer à une zone d'inconfort parce qu'on en a peur, ok. Par contre, c'est là que c'est essentiel de passer quand même par cette zone d'inconfort pour agrandir le confort. Donc ça, c'est ce lien avec l'ignorance enfin, la peur qui est dans l'ignorance, c'est là-dessus qu'on peut vraiment la comprendre, de se dire que finalement, ok, moi, quand je connais pas un truc, ok, ben, je vais vraiment me renseigner là-dessus et que je vais me permettre en tout cas de pouvoir mieux agrandir mes sources de données et mieux agrandir en tout cas tous ces champs de perception. Ok. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo plusieurs fois, 3 fois au moins en tout. Ok. Je suis rentré dans les détails parce que c'est quelque chose qui est vraiment important de voir dans ces fondements de mécanique, de peur, ces structures qui sont vraiment présentes, présentes à travers tous nos modes de fonctionnement, à nous tous, dans toutes nos mécaniques de vie, dans tous nos choix. Ça, je mentionnais dans le titre que c'est l'émotion qui peut vraiment gouverner toute notre vie, comme je peux le voir chez pas mal de personnes. Je n'étais pas rentré dans les personnes trop contrôlantes, quand je parlais de domination et autres, d'agression et tout ça, parce que ça fait aussi partie d'une mécanique, hein, le fait de contrôler ces personnes, contrôler des situations, contrôler les éléments de la matière, que tout soit toujours bien haute, c'est aussi pour combler des peurs derrière. Je ne rentre pas dedans. Je terminerai là-dessus, mais c'est juste pour dire que voilà, de baser sur la connaissance de pourquoi je fais vraiment les choses, est-ce que c'est vraiment ça que je veux vraiment, est-ce que c'est pas quelque chose qui est inculqué, parce que 80% de notre système d'éducation, il nous est pas inné, il nous a été inculqué, il nous a été donné, transmis, d'accord. Donc aujourd'hui, moi, comment je veux vraiment me reformer, comment je veux me reformater mon cerveau, ok. Donc, merci de regarder cette vidéo donc au moins 3 fois, et je vous dis à très bientôt.